Bonjour chers élèves de 3e, j'espère que vous allez bien. Le cours d'histoire que nous allons débuter aujourd'hui portera sur le monde depuis 1989. Donc en fait, sur votre monde, c'est la première fois que votre propre vie, votre propre biographie vient croiser votre programme d'histoire. L'Antiquité en 6e, le Moyen-Âge en 5e, l'époque moderne et le 19e au 4e, le 20e siècle, les guerres mondiales en 3e et la fin de votre programme de 3e, le monde après 1989, le monde de vos parents et le monde de vous-même, chers élèves. Alors, dans une première partie, voyons le monde de 1989 jusqu'à 2000. Ce monde, pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière, au cours d'histoire que vous avez connu. 1989, c'est le début de la fin de la guerre froide. Chute du mur de Berlin, reconstruction de l'Allemagne, et par théorie du domino, le bloc soviétique qui s'effondre complètement. Tous les pays de l'Europe de l'Est deviennent démocratiques et capitalistes, et pour finir, 1992, le cœur du monde communiste, l'URSS en personne, s'effondre et redevient la Russie. L'URSS, qui avait été fondée par Lénine en décembre 1922, meurt définitivement en 1992. Quoique, vous allez voir, je vais nuancer très vite ce propos. Donc, à partir de 1989, la nature ayant horreur du vide, on est dans un monde qui n'est plus bipolaire, c'est la fin d'un monde bipolaire, divisé en deux pôles, mais c'est donc la naissance d'un monde unipolaire. Et vous vous en doutez bien sûr, ce monde unipolaire est dominé, archi-dominé par les États-Unis d'Amérique. Ils ont gagné la guerre froide. Alors, les États-Unis d'Amérique, dans ce monde des années 89, 90, début jusqu'à 2000, les spécialistes de la guerre disent que c'est une puissance thalassocrator. Sa puissance militaire est considérable, unique dans l'histoire de la planète. Elle dépense plus pour ses dépenses militaires que le reste du monde. Elle est thalassocrator, thalasso, la mer. Sa puissance militaire repose notamment sur sa maîtrise des océans. Elle a divisé le monde en 7 flottes de guerre. Il y a 7 flottes de guerre américaines qui règnent sur tous les océans. Ils peuvent débarquer sur n'importe quel point de la planète. On parle d'hyperpuissance américaine. Cette thalassocrator puissance, pour parler mal, mais volontairement je l'espère de façon imagée, repose sur notamment, à cette époque, ils ont 14 porte-avions nucléaires qui dirigent chacun une flotte. Cette puissance militaire est sans égale dans l'histoire du monde. Personne ne peut les défier. Cette hyperpuissance américaine fait des États-Unis d'Amérique ce qu'on appelle le gendarme du monde. À cette époque, les Américains prétendent intervenir où ils veulent, quand ils veulent, s'ils le veulent. C'est les gendarmes du monde. C'est la plus grande puissance militaire. Alors, ceux d'entre vous qui peuvent comprendre cette idée, que vous avez peut-être vu en 4e, la puissance américaine, cette hyperpuissance, repose sur 2 aspects. Ce qu'on appelle le hard power, le pouvoir de la puissance militaire, la puissance économique, la puissance financière, et sur ce qu'on appelle le soft power, le pouvoir de l'influence. C'est très très important quand vous voulez être les leaders du monde, ce pouvoir de l'influence. Le rôle des journaux américains, le rôle des télévisions américaines, le rôle de la culture américaine, de la musique américaine, le rôle d'Hollywood et de ses cinémas, des blockbusters. Faites un petit exercice d'introspection sur vous-même et voyez les séries que vous regardez. Voyez les films que vous regardez, écoutez la musique que vous écoutez et faites le bilan, vous verrez, je suis persuadé, les États-Unis sont là. Donc dans ces années 89 jusqu'à l'an 2000, la puissance américaine est un véritable bloc. Elle domine la planète. C'est pas pour ça qu'hélas les guerres se sont arrêtées, chers élèves, vous savez bien la guerre. La guerre, ce phénomène social qui existe probablement depuis la préhistoire, depuis l'Antiquité, depuis le Moyen-Âge, qui traverse, hélas, l'histoire du monde. On a beau essayer de voir la destinée de l'homme s'avançant péniblement vers le progrès, mais l'homme n'arrive pas à mettre fin aux guerres. Alors, pendant cette période, les guerres ne sont pas terminées. Bien sûr, personne ne s'oppose frontalement aux États-Unis d'Amérique. Bien sûr, il n'y a plus l'autre adversaire de la guerre froide, il n'y a plus ce monde bipolaire, mais il y a des conflits locaux.
de nombreuses guerres. Il y en a en Afrique, le continent le plus pauvre, beaucoup d'incidents de frontières, il y a des guerres tribales, des guerres ethniques, et il y a notamment le génocide du Rwanda en 1994, où les Tutsis et les Hutus se massacrent. Il y a des conflits encore ethniques et religieux dans l'ancienne Yougoslavie entre 1992 et 1995, et il y a des conflits aussi ethniques entre peuples et entre différentes tendances religieuses en Afghanistan dans les années 90. L'ONU, comme je vous en ai déjà parlé, vous voyez que tous les cours se rassemblent, fait ce qu'elle peut, cette organisation fait ce qu'elle peut pour maintenir la paix du monde. Elle s'est dotée d'armes qu'elle croit être efficaces. Elles le sont un peu. Souvenez-vous de la CPI, la Cour pénale internationale. Souvenez-vous du TPI, du Tribunal pénal international, qui siègent tous deux à La Haye, aux Pays-Bas. Elles permettent de juger l'un les pays, l'autre les chefs d'État qui seraient coupables de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. C'est déjà incontestablement un progrès. L'ONU, encore une fois, a pris aussi l'habitude d'envoyer des coalitions internationales dans des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Cet équilibre précaire va voler en éclats à partir des années 2000. Passons à notre deuxième partie, 2020, naissance d'un monde multipolaire sous l'égide de la menace terroriste. Parlons du terrorisme qui va venir dans nos vies, dans vos vies, dans les vies du monde à partir des années 2000. Le terrorisme a toujours existé, mais il s'est répandu comme une plaie, comme un fléau à partir des années 2000. Le terrorisme, c'est une guerre clandestine qui vise à insuffler la terreur dans l'esprit des gens. Souvent, ce sont des hommes, quelques individus, quelques groupes qui vont déposer à des endroits de forte concentration de population, une ou plusieurs bombes. C'est pour ça qu'on parle, attention au terme, de guerre asymétrique. L'an 2000 donne naissance à un nouveau type de guerre qu'on appelle des guerres asymétriques. Si on fait, pardonnez-moi, je vais utiliser des mots un peu savants, mais si on fait un peu de polémologie, l'histoire de la guerre, jusqu'à présent, toutes les guerres, hélas, que je vous ai racontées en cours, les guerres que mes collègues vous ont racontées au fil des programmes, étaient des guerres symétriques. C'est-à-dire que quand les pays se faisaient la guerre, ils mettaient face contre face leurs forces, fantassins contre fantassins, artillerie contre artillerie, aviation contre aviation, front contre front. Les lignes étaient symétriques. En clair, on mettait nos forces face aux forces de l'adversaire. Et pour vaincre l'adversaire, il fallait que nos forces soient supérieures à la force de l'adversaire. Tout ceci a volé en éclats avec le terrorisme. Le terrorisme est un spécialiste de la guerre asymétrique. Il met ses forces non pas face aux forces de l'adversaire, il met ses forces face aux faiblesses de l'adversaire. En guerre, le terrorisme ne va pas faire la guerre aux armées. Il ne va pas faire la guerre à l'armée américaine ou à l'armée française. Il va faire la guerre aux civils, à la société américaine ou à la société française. C'est pour ça qu'on parle de guerre asymétrique. Il va mettre des bombes dans un cinéma, il va mettre des bombes dans un théâtre, lors d'une manifestation sportive, comme aux États-Unis, lors du marathon, lors des attentats du Bataclan, en France à Paris. C'est donc une guerre asymétrique. En effet, le 11 septembre 2001 commence véritablement une vraie ère du terrorisme. Le 11 septembre 2001, 4 avions de ligne sont détournés sur New York et Washington par l'organisation terroriste Al-Qaïda. Al-Qaïda est un mot arabe qui signifie la base. Les 4 avions de ligne s'écrasent rétrospectivement, l'un à proximité du Pentagone, le ministère de la guerre qui siège à Washington, aux États-Unis, et en même moment détruisent les 2 tours jumelles du World Trade Center de New York. On va déplorer 2977 victimes civiles, plus que lors de l'attentat de la flotte japonaise sur Pearl Harbor. 2977 victimes civiles américaines. Les États-Unis n'avaient jamais connu ça. Al-Qaïda est responsable. Son chef, Oussama Ben Laden, est réfugié quelque part entre Afghanistan et Pakistan, dans des zones tout à fait inconnues, pas sécurisées, dans des zones tribales. En effet, en Afghanistan, une organisation terroriste, Al-Qaïda,
pilotent ce qu'on appelle les talibans, des étudiants en théologie islamiste. Et ceux-là, petit à petit, ont pris le pouvoir en Afghanistan. Les attentats terroristes d'Al-Qaïda sur New York et Washington déclenchent la première guerre d'Afghanistan, qui va durer de 2001 à 2014. Cette guerre d'Afghanistan, autorisée par l'ONU, va donc amener une coalition internationale en Afghanistan pour traquer Ben Laden, pour chasser les talibans alliés des terroristes. Cette coalition va être multinationale. L'Angleterre, le Canada, la France y participera, les Danois, etc. Et bien évidemment l'armée américaine. Oh, elle va réussir son objectif ponctuellement. Elle va chasser provisoirement les talibans, les islamistes du pouvoir en Afghanistan. Et il faudra attendre 2011 pour qu'Oussama Ben Laden, ce terroriste d'origine séoudienne, soit abattu par un coup de main d'une audace inouïe des forces spéciales américaines, si vous voulez tout savoir, par la Team 6, l'équipe 6 des Navy SEALs, les commandos de marine, les forces spéciales les plus dures des États-Unis, en 2011, mort d'Oussama Ben Laden, mort du chef d'Al-Qaïda. Al-Qaïda a eu un coup très très dur et est en perte de vitesse depuis 2011. Mais hélas, le terrorisme est une hydre, chers élèves, parce qu'une seconde organisation terroriste, au moins aussi puissante, peut-être pire encore dans ses effets, est née dans ces années. Il s'agit de Daesh, c'est-à-dire Daesh est un acronyme, une succession de lettres qui veut dire en arabe État islamique. Elle a profité d'une seconde guerre, une guerre que vont mener les Américains contre l'État irakien. Cette guerre va durer de 2003 à 2011, cette guerre d'Irak. En effet, l'Irak avait un dictateur, Saddam Hussein, qui auparavant s'était fait distinguer en envahissant le Koweït. Il avait été chassé du Koweït et surtout, il menaçait constamment les Américains, un peu bravache. Et les Américains, du temps du président Bush, soupçonnaient le dictateur irakien de posséder des armes, j'ouvre les guillemets, de destruction massive, qu'auraient pu menacer les Américains. Que sont les armes de destruction massive, chers élèves? Eh bien, ce sont des armes nucléaires, ce sont des armes biologiques, ce sont des armes chimiques. Les Français, du temps de Jacques Chirac, avaient prévenu George Bush. Non, monsieur le président, il n'y a pas d'armes de destruction massive en Irak. Ce n'est pas la peine de faire la guerre en Irak. Vous allez déstabiliser le pays. Et les Français ont menacé les États-Unis de mettre leur droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, les Américains vont intervenir en Irak entre 2003 et 2011, simplement avec une coalition qu'ils vont emmener avec les Britanniques. Oh, les Américains et les Britanniques vont chasser le dictateur Saddam Hussein, ils vont même le faire pendre. Mais hélas, après être partis, ils ont laissé l'Irak dans un tel état de chaos et de confusion qu'une organisation terroriste du nom de Daesh ou État islamique s'est tranquillement installée, reposant sur la haine des Occidentaux. Elle s'est installée entre Syrie et Irak et a fait un énorme État. Cet État, petit à petit, a été chassé par une coalition très étendue, occidentale. Mais hélas, bien que l'État islamique n'existe guère maintenant en Irak et en Syrie, même si ces pays sont toujours profondément déstabilisés, Daesh existe, puisqu'il frappe, comme vous le savez, sur le sol français. La France a subi des attentats islamiques, notamment en 2015 et en 2016. Elle a, à ce jour, déploré plus de 200 morts, victimes du terrorisme, emmenés par Daesh, la semaine dernière encore, avant-hier encore. Alors il suffit qu'un terroriste islamique illuminé se revendique de Daesh, et Daesh, qui n'a plus de territoire en Irak et en Syrie, continue hélas à insuffler le terrorisme. Le terrorisme est donc la principale préoccupation dans ce monde d'après 2001. C'est un fléau des sociétés modernes pour lequel nous aurons à vivre, sous lequel nous aurons à vivre pendant encore probablement des décennies. Alors, vous me direz, c'est pas très réjouissant. À part le terrorisme, comment se caractérise ce monde d'après 2001? Eh bien, il se caractérise par un monde multipolaire. Du moins, c'est ce que je suis censé vous enseigner, c'est ce que je vous enseigne. En fait, je ne crois pas fondamentalement à cette idée.
Qu'est-ce qu'un monde multipolaire? Vous en doutez, monsieur, on n'est pas idiot. Jusqu'en 89, on avait un monde bipolaire, deux pôles, emmené par les États-Unis et emmené par l'URSS. En 89 jusqu'en 2000, vous nous avez dit qu'on avait un monde unipolaire. Les États-Unis étaient l'hyperpuissance américaine, la thalassocrator, ok? Et maintenant, on a un monde multipolaire. Et comme vous êtes des élèves intelligents et qui s'intéressaient à l'actualité et aux cours d'histoire, vous savez qu'il y a de nouvelles puissances qui contestent les États-Unis. Bien sûr, au premier chef, la Chine. Et la Chine est devenue une très grande puissance économique. Bon, les États-Unis la craignaient pas trop sur le plan militaire, mais elle devient une très grande puissance militaire également. Et on sait qu'elle a fait un porte-avions nucléaire, donc une grande puissance, si elle veut dominer, elle doit dominer sur les trois dimensions. La terre, les soldats, l'air, l'aviation, et surtout la mer. Qui veut dominer le monde doit dominer la mer. La Chine devient une grande puissance militaire. Et qui revoit, là encore, vous revoici la Russie de Vladimir Poutine. La Russie qui s'est illustrée contre la guerre, dans la guerre contre Daesh. Si Daesh a pu être chassé d'Irak et de Syrie, c'est grâce notamment à la Russie de Vladimir Poutine qui a fait l'essentiel du travail sur le terrain. Donc la Russie, tranquillement, petit pas après petit pas, redevient une immense puissance militaire. Pour l'instant, les États-Unis la craignent pas trop parce que c'est une faible puissance économique. Elle a un PIB comparable à celui de l'Espagne, c'est-à-dire la 8e puissance de la planète. La France, pour le moment, a un PIB, produit intérieur brut, richesse annuelle, supérieure à celle de la Russie. Mais la Russie a des réserves de pétrole, des réserves de métaux rares, à l'espace. Elle a la volonté, et puis c'est une immense puissance militaire. Ok, monsieur, on est dans un monde multipolaire. États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie. Et on pourrait dire qu'il y a d'autres sphères qui sont en train de naître. On attend l'Inde. Bien sûr, ce sera la future grande puissance. Et puis il y a le monde arabo-musulman, qui est divisé, certes, mais lui aussi qui petit à petit peut s'unir et peut peut-être aussi devenir une grande puissance économique et militaire. Alors ce monde arabo-musulman, hélas, lui aussi est source de division. On sait que l'Iran est le principal ennemi des États-Unis. On sait que l'Arabie saoudite est un des principaux adversaires de la Russie. Vous voyez, le monde est devenu complexe, chers élèves. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a, vous en doutez, une façon de répondre, et vous en doutez comment je vais conclure. Je pense que face à la complexité du monde, face à cette multipolarité du monde, vous en doutez, il faut encore une fois réussir à construire l'Europe. Il faut que l'Union européenne devienne, et vous avez vu que je vous en ai pas parlé, un de ces pôles essentiels de ce monde multipolaire qui est en train de naître. Il faut coûte que nous soyons capables de faire une armée européenne, un commandement intégré de l'Union européenne. Après tout, on serait une très grande puissance, 450 millions d'habitants. Le principal PIB de la planète, si on s'unit, plus fort que les États-Unis, une armée plus nombreuse. Mais hélas, pour l'instant, comme vous le savez, c'est la division de l'Union européenne. Et, pour conclure, pour lutter contre le terrorisme, il faut coûte que nous restions unis sur notre sol français. À bientôt, chers élèves.